On va commencer gentiment. On va commencer avec notre premier film. Et vous verrez, il y a plein de trucs à raconter, ça va être sympa et tout. Je parle toujours pas du Limier. C'est le film que tu m'avais imposé. Mais je crois que j'en avais parlé, je sais plus, il faut que je revoie. Moi, je perds la mémoire, c'est un truc terrible. C'est un truc terrible. Bon. On va commencer avec un film, les gens... Je me suis dit, il faut commencer dans la bonne humeur et tout. Donc, on va couper la musique de fond, là. Et je vais direct vous montrer la première bande-annonce. On part sur de la gaudriole et de la légèreté. C'est parti, les gens, je vous mets ça. Désolé pour la qualité bande-annonce. Des crimes sont perpétrés à tous les coins de rue. Cet homme en a par-dessus la tête. C'est le lieutenant Frank Drebin, un bon flic qui passe une journée de chien. Son plus grand ami. Je souhaite à tout le monde un ami comme toi. Est dans le coma. Sa petite amie est dans le brouillard. Quelle belle fourrure! Merci. Je l'ai fait empailler. Laissez-moi vous débarrasser. Et la ville est entre les mains d'un monstre criminel qui a un plan machiavélique. Je dois tuer la reine. Jamais vous n'avez vu un polar avec tant d'action, avec tant de passion et avec tant de baseball. Avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley, Ricardo Montalban et le champion de baseball Reggie Jackson dans son premier rôle à l'écran. Un film si géant qu'il a fallu le tourner en couleur. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Votre prochain spectacle. À tout de suite. Bien, voilà. Voilà. Attendez, j'ai juste mal fait un réglage. Bonsoir Adeline, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là. On va causer de quelques films. Mets-toi bien. Voilà, il faut que je déplace. Oh purée. Ça me prend tout l'écran, ça m'embête un petit peu. Hop là, je voulais mettre mes notes sur l'écran principal, mais j'avais pas pensé que... J'avais zappé qu'en fait, je vais vous montrer des images, donc c'est pas le pied, quoi, si je fais ça. Hop là, voilà, comme ça, on est pas mal. Fort bien, en plein déménagement, on s'amuse bien, tu déménages où? Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, grand courage, moi si ça se trouve, je vais bientôt devoir déménager aussi, on verra. Bien. Bon. Je vous remets juste les images, c'est mon ordi, voilà. Je vous remets notre image de Frank Drebin. Y a-t-il un flic pour sauver la reine de la longue lignée des films? Y a-t-il un flic? Avec toujours Leslie Nielsen en personnage principal. Que j'ai revu du coup récemment. Pas loin, on va juste enfin ne plus vivre dans un studio. Oh, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Eh ben, bien joué pour avoir trouvé quelque chose qui soit sympa. Y a-t-il un flic? C'est toute une institution, hein, c'est cet humour absurde lancé à l'écran par les As. Un cocktail de choc pour nous faire rire, nous rendre heureux, etc. Alors, j'ai juste pas noté la date pour celui-ci, c'était 1988, voilà, c'est bien ce qui me semblait. 1988 avec Leslie Nielsen, comme ils l'ont dit, Priscilla Presley, George Kennedy et O.J. Simpson, etc. Ça passe toujours très bien, hein. Moi, c'est des films que je vous conseille à chaque fois. Je commence direct par vous le conseiller. C'est toujours des films très sympathiques. Et j'avais pas mal envie de le revoir parce que vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, il y a un nouveau Y a-t-il un flic qui va sortir prochainement et du coup, pas avec Leslie Nielsen et pas avec les As qui sont derrière. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de discuter de ça, d'en parler. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui craignaient un peu le truc. Et je vous montrerai la bande-annonce après. Mais je pense que pour
bien parler du film qui va venir, c'est bien de revoir un peu les films qu'il y avait avant. Parce que mine de rien, des films comme Y a-t-il un flic pour sauver la reine, il est très bon celui-là. De souvenir, celui-ci et le suivant sont très bons. Et ensuite, celui, il me semble, c'est Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, est un peu en dessous quand même. C'est des films qui sont blindés de gags à ras-bord. Et du coup, c'est plein de types de gags très différents. Hein. Comme on voit déjà dans la bande-annonce, il y en a pas mal. Il y en a pas mal de différents. Il y a des jeux de mots, il y a des hyperboles, etc. Moi, les hyperboles, c'est ceux que je préfère en général. Ils me font beaucoup rire. Il y a de l'ironie, il y a de l'absurde, etc. Le titre québécois de Y a-t-il un flic, c'est L'agent fait la farce et j'aime beaucoup. C'est magnifique comme titre. Merci les Canadiens qui nous offrent toujours des titres fantastiques. Du coup, moi, c'est des films que j'aime beaucoup. Mais c'est des films qui, je trouve, gagnent à être vus et à laisser passer un peu de temps parce que ça filtre un peu cette espèce d'amas de gags. C'est normal que dans un film comme ça, tous les gags ne fassent pas rire. Il y a tellement de gags, il y a tellement de choses différentes, ils essayent tellement de choses. Il y a des choses qui, je trouve, réussissent mieux que d'autres. Et du coup, ça gagne quand même à passer un peu de temps, à filtrer les gars qu'on a aimés et ceux qu'on a moins aimés, on finit par les oublier, ce qui fait que c'est des films pour lesquels on a toujours un excellent souvenir. Et c'est pour cette raison que je pense que le prochain film sera bien aussi. Je pense qu'il risque d'être accueilli, peut-être, s'il n'est pas génial, de manière pas géniale, peut-être qu'il aura des critiques un peu mitigées. Mais je pense qu'avec le temps, c'est un film qui sera apprécié parce que c'est typique le genre de truc où, comme pour ceux-ci, le temps fera son effet, on gardera les bons gags en tête, on gardera les bonnes idées, et on verra la bande-annonce après. Moi, je suis assez confiant parce que je trouve que déjà dans la bande-annonce, les gags sont franchement plutôt cool. Et ça peut être très très sympa à découvrir tout ça. À noter, du coup, pour rester quand même sur ce film avant de regarder la bande-annonce de l'autre, il y a quand même des fois des temps morts, il y a quand même des moments où il y a des sketchs qui fonctionnent moins bien, où ils sont moins inspirés, bah ça rend vite le film un petit peu long. Il n'y a rien de plus long qu'une blague pas drôle, où là, mais chaque seconde, tu te dis, bon, c'est quand qu'on passe à la suite. Ça nous rend très très impatients. Et c'est aussi après le problème de ce genre de film, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur le scénario pour se dire, ah bon bah, au moins on avance dans l'intrigue, je découvre de nouveaux éléments, et l'intrigue m'intéresse, l'intrigue n'est pas très intéressante. Dans les Y a-t-il un flic, ils sont un prétexte de gag et moi je trouve ça très bien de faire des films qui ne reposent pas, dont le rythme ne repose pas justement uniquement sur le scénario, ça fait du bien, mais les films sont quand même solides, hein, ils gardent quand même une bonne base en termes de scénario, ça va quand même dans une direction, on n'est pas complètement dans de l'absurde, on n'est pas dans des Bugs Bunny ou des trucs comme ça quoi. C'est de l'humour quand même organisé, même aussi absurde qu'il puisse être. Et surtout, je trouve qu'un autre élément qui unifie, en tout cas ce Y a-t-il un flic pour sauver la reine, et ça c'est un truc que j'avais oublié, c'est à quel point c'est de la parodie de film noir, complètement, et cet aspect-là, j'avais complètement zappé cet aspect-là. Et du coup, tous ces moments de voix off du bonhomme qui roule dans sa voiture et tout, qui va trouver un informateur et puis le payer pour avoir des infos et tout. Il y a une ambiance qui est quand même travaillée de ce côté-là, même si elle est parodique, et ça donne vraiment une âme au film qui le rend très sympa et qui le rend pas vain, contrairement à d'autres parodies dont on parlera un jour. Je trouve ça très sympa, quoi. Je trouve ça très très sympa. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu les Y a-t-il un flic. En tout cas, si vous les avez pas vus, je vous les conseille. Je vous les conseille tous les trois. Vous avez même pas besoin de les regarder dans un ordre précis. Ils sont les trois fort appréciables. Tu m'as donné, oui, il y a longtemps. C'est envie de le revoir. Je pense que tu m'as donné envie il y a longtemps de le revoir. Ok. Merci. Jamais regardé, non, mais j'ai toujours été curieuse de les voir. Ça a l'air rigolo. C'est très rigolo. Et encore une fois, c'est des films, il faut pas s'attendre à rigoler à tout. C'est genre comme les Hot Shots, par exemple, dans ce qu'ils ont pu faire, où il y a de tout. Il y a des trucs, les Hot Shots, surtout le premier, il y a beaucoup de blagues de blagues qui tournent autour du sexe et tout. C'est aussi des films d'époque. Mais
c'est drôle parce que moi je me souviens de ça. Je me souviens que le film, le Hot Shot 1, je ne l'avais pas apprécié parce qu'il y avait beaucoup de blagues sur le sexe et j'étais en mode bof, c'est pas fou. Surtout que moi je l'avais découvert avec mon papa, donc j'étais un peu gêné quand je regardais le film. Mais avec le temps, je me souviens d'aucune blague de cul et je me souviens de toutes les autres blagues. De plein d'autres blagues, de comment ils font atterrir les avions, le fait qu'ils font des barbecues et tout, le fait qu'il y a des bonhommes habillés en KGB dans les avions, enfin de plein d'autres blagues visuelles et tout, qui celles-ci me sont restées. J'ai souvent du mal avec les films comiques, 1h30 c'est souvent trop long, pour de la pure comédie je trouve. J'ai pas du tout apprécié Hot Fuzz par exemple. Oh, oulala. Mais Hot Fuzz c'est beaucoup plus que juste une comédie, voyons. Mais je peux comprendre, faut essayer. Il faut essayer, moi je sais que c'est un truc qui me parle de ouf et c'est un truc que j'ai découvert très jeune. J'ai découvert ça avec le Détonateur à la base, ça passait à la télé, le Détonateur avec Leslie Nielsen, mais qui est pas par les As et qui est pas un très bon film apparemment. Mais je l'ai pas revu depuis que j'étais gamin, où gamin d'un coup je vois un type qui a genre la cinquantaine, les cheveux blancs, un homme mûr, qui est censé être sérieux, en costard et tout, qui fait des trucs très très bêtes, moi j'ai vraiment l'image de... Il est dans la forêt, et il y a des saumons qui sautent hors de l'eau, et à un moment donné, il y a lui comme un saumon qui saute hors de l'eau, et cette scène m'avait tué quand j'étais gamin, j'avais trouvé ça incroyable et trop drôle, et c'est la première fois que je regardais un film en étant gamin, où j'étais en mode, putain mais je veux pas que ça finisse, c'est tellement incroyable ce que je suis en train de voir, je veux que ça dure, mais à l'infini. Et le film se termine au bout d'un moment, et puis voilà, non, mais c'était assez incroyable. Je ne prévoyais pas de faire hyper long sur ce film, du coup je voulais vous proposer qu'on regarde la bande-annonce avec Liam Neeson qui joue le rôle de Leslie Nielsen Jr. Je vous laisse profiter de ça. La bande-annonce du film qui va sortir du coup en août, il me semble. Si ça n'a pas changé, il me semble que ça sort le 1er août, la fête nationale suisse. C'est très sympa au film d'avoir pensé à nous. Je pense que c'est pour nous faire plaisir, à nous en particulier, les Suisses. Je vous mets la bande-annonce, je vous laisse kiffer ça. Multiple SWAT units responding to hostage situation. Hey, little girl, stop! What do you want, little one? Your ass. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Who are you? Frank Drebin, Police Squad. The new version. That's the sound of the police. Hi, Daddy. It's me, Frank Jr. Love you. Hey, Dad. Boy, do I miss you. Sound of the police. That's how it never be. Je trouve que c'est plein de bonnes idées, donc on verra ce que ça va donner. 1er août, de ce que je vois, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Très bien, moi j'irai le voir au cinéma, ça me fera très plaisir d'aller voir ça d'ailleurs. En plus, je pense que ça peut être intéressant avec les moyens qu'ils ont. Je pense que du coup, ils ont plus de moyens. Il y a une araignée rouge sur mon micro. Il y a une petite araignée rouge sur mon micro. Attendez, je vais essayer de la prendre et de la faire sortir. Arrête de courir partout, bestiole. Ah, elle est partie se cacher dans le micro, donc je ne peux plus rien faire. Ah, elle est là. Bon, je vais la laisser se promener. Ah, c'est bon. Il n'y a plus d'araignée rouge sur le micro, c'est bon. Voilà. Je pense qu'il compte sur le long week-end du 1er août en Suisse pour faire un carton. Ouais, je pense aussi que c'est ça. Je pense que c'est complètement ça. Et je pense qu'ils ont très bien raison de faire ainsi. On va leur faire des rentrées, nous, en Suisse. Il n'y a pas de souci, ça va être très bien. Alors, je trouve qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent déjà dans la bande-annonce. Donc c'est pour ça que ça me met assez en confiance. Déjà, je trouve que caster Liam Neeson, alors il y a le risque que le bonhomme il est quand même assez âgé maintenant, donc je pense que pour faire des cascades et ça va être compliqué, mais c'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Et après il a une grande différence avec Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, il est parfait pour le rôle évidemment.
Je pense que la grosse différence, c'est que Leslie Nielsen, il a quand même un visage comique. Quand il fait du comique, il fait quand même pas mal de mimiques qui sont assez forcées. On avait vu dans la bande-annonce avant, quand il y a la femme qui tombe dans les escaliers, et ben, il la regarde vraiment en faisant des à-coups de la tête comme ça. Alors que Liam Neeson, je le vois bien rester beaucoup plus sérieux encore et pas avoir ces moments-là. Être plus un Leslie Nielsen dans Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Où là, il a aucune mimique, il est toujours un personnage très sérieux, très droit, et il crée un décalage comique. Le fait d'avoir casté, Liam Neeson pour ce rôle, je pense que c'est une très bonne idée. D'autant plus qu'on l'a vu déjà être drôle dans un sketch que je ne vous ai pas mis là. Attendez, est-ce que je l'avais mis ? Hop. Ah non, je ne l'ai plus. Il avait fait un sketch, voilà, j'ai le truc, mais je vais pas vous le montrer. Il fait un sketch avec Ricky Gervais, justement, où il vient, puis il dit qu'il est très bon pour improviser de la comédie, et en fait, il est hyper sérieux, et il est pas drôle du tout. Et ce qu'il dit, c'est toujours des trucs assez tragiques ou trash et tout. Et ça fonctionne, le sketch fonctionne super bien. C'est une super bonne idée d'en faire un personnage comique dans ce sens-là. Enfin, voilà. Et je trouve que la bande-annonce, il y a plein de trucs qui fonctionnent. Bon, déjà, le fait qu'on t'installe quelque chose de plutôt sérieux avec tout le monde, là. T'as direct ce côté absurde avec la gamine, où c'est impossible, du coup, que ce soit un déguisement de Liam Neeson, voilà, qui est magnifique. Et je trouve que ce plan donne super bien, avec ce contre-jour en arrière-plan, là, comme ça, qui se lève avec la sucette et que le personnage, genre, il naît à ce moment-là. Je pense que ça va être évidemment la scène d'intro du film. Voilà, comme ça, avec sa jupe. Et puis le nombril, le détail du fait que, voilà, ils ont attaché, là, il a le nombril, il a la petite cravate. Il est ridicule à souhait, c'est merveilleux, et il assassine le premier gars avec une sucette, quoi. Et le deuxième aussi, d'ailleurs. Enfin, donc, je pense que ça peut être sympa. Je trouve aussi que direct après, ce côté hyperbole, je trouve que l'hommage est cool. Là, papa, machin. Je trouve que ça crée ce truc de tous les personnages finalement ont tous suivi, tous les flics suivent le chemin de leur père. Je trouve ça très drôle, ce plan-là, je le trouve parfait. Où ils sont tous comme ça, à pleurer, et en plus de manière assez sincère, avec des bougies et tout, ce truc de sens du détail, je le trouve vraiment sympa. Et j'aime bien le fait que aussi, hop là, ils aient mis Nordberg ici, O.J. Simpson. Qui est alors je sais pas si pour vous la faire rapide, le sportif puis acteur O.J. Simpson a été promis à une belle carrière jusqu'à ce que sa femme soit assassinée et qu'il soit le principal mis en cause. Il va être jugé, et après c'est beaucoup d'histoires où en gros finalement il va être retenu non coupable, mais dans un contexte assez particulier, pour ensuite être retenu coupable dans une autre affaire ou sous une autre forme, je sais plus exactement. Et il a aussi été rendu hyper populaire parce qu'au moment où on avait voulu l'arrêter après l'assassinat de sa femme, il s'est enfui en voiture. C'était en 95, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça a été transmis sur toutes les télévisions des États-Unis, la course-poursuite qui a duré, mais je crois 2 ou 3 heures, de l'acteur qui fuyait. Ça a été un moment très marquant, du coup, disons, de l'histoire people des États-Unis. Ça a marqué les gens. Et c'est un des 3 flics principaux de la saga des Y a-t-il un flic ? Et donc, ils te le foutent quand même ici, au hall des héros, avec du coup son fils qui est en mode... Ah non, je peux pas trop pleurer le bonhomme. Enfin voilà, je trouve que c'est une bonne manière de poser le truc, quoi, voilà. Je trouve ça rigolo, je trouve que ça fonctionne, enfin voilà. Donc Y a-t-il un flic ? Franchement, moi j'aime beaucoup. Je me réjouis de voir celui-là, je suis content qu'il sorte dans pas longtemps. Et puis on en reparlera, du coup, je pense, le mois prochain, quoi, s'il sort effectivement en août. Bien, on passe au prochain film, les gens, et je vous mets la bande-annonce. Hop là. On ne pourra pas décoller. On manque de vitesse. Cordy, il y a une falaise là. Oui, j'ai vu. Et c'est là que la terre ferme s'arrête. Oui, j'ai vu. Gordon. Avant la création des services secrets,
il y avait West. Jim West. Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada, none of this. Gunning this, brother running James West, taming the West. So remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? Test your chest, loveless. Can't stand the heat to get out the wild. Vous êtes un dangereux espion ou seulement un sublime cow-boy qui aime explorer de nouveaux territoires? Je voterai pour le deuxième choix. Il faut qu'on s'en tienne à ce qu'on doit faire. par le réalisateur de Homme en Noir. Et maintenant, que la fête commence! Will Smith. Kevin Kline. Bon voyage. J'adore ce train. Kenneth Branagh. Tiens. Et Salma Hayek. Le 30 juin, l'Ouest aura de nouveaux mystères à résoudre. Voilà, le Wild Wild West. Alors attendez juste un instant. Je vais juste vous mettre d'autres images. Je vais préparer ça. Où est-ce qu'elles sont? Ici. Hop là. Wild Wild West, ça peut vous remonter des souvenirs, je pense. Hein? Je l'ai vu au cinéma celui-là. Waouh! Et Will Smith au Paléo en juillet. Incroyable. Incroyable. Je ne m'y attendais pas. La bande-annonce est assez injuste envers le pauvre Kevin Kline, qui du coup on le voit absolument pas. Wild Wild West, je rappelle, hop là, ce sont quand même deux personnages à la base. Ce sont quand même deux personnages, et là on a uniquement Will Smith. On allait capitaliser sur lui parce que c'était lui la star à ce moment-là. Hein. Le film sort en 1999. Et à ce moment-là, Will Smith, il venait de faire des trucs comme Men in Black. Voilà, wow, l'affiche elle est toute petite, en mauvaise qualité, mais ça va aller. Mais on voit bien qu'ils sont deux sur l'affiche. Avec l'araignée géante qui crache du feu. Voilà, qui moi me faisait rêver quand j'étais gamin. Et du coup, j'avais très très envie de découvrir le film. Et je ne l'avais pas revu depuis que j'étais gamin jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, est-ce que ça a plutôt bien vieilli ou pas? Là est la question. Le film, c'est intéressant parce qu'il s'est fait déglinguer par la critique du monde entier, sauf... J'ai vu ça, j'ai découvert ça. Sauf en France, voilà, exception culturelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, en France, la presse l'avait plutôt apprécié. Alors que les spectateurs, vous voyez, genre les spectateurs ont vachement moins kiffé le film. C'est drôle qu'il y ait une différence comme ça sur un film pourtant, film hollywoodien popcorn. D'habitude, c'est un peu l'inverse. Et ouais, du coup, je trouve le film assez intéressant à regarder par rapport aux critiques qu'il pouvait recevoir. Et il y a pas mal de choses à dire, dessus. Alors, comme j'ai dit, le film il est de 1999. Il a été réalisé par Barry Sonnenfeld. Il a fait notamment les films Men in Black. Il a fait La Famille Adams aussi. Donc c'est un gars qui sait quand même ce qu'il fait. Hein. Men in Black, c'était quand même très propre. La Famille Adams, c'était des jolis petits succès. Le casting, comme on a vu, on a du Will Smith, on a du Kevin Kline, on a du Kenneth Branagh, on a de la Salma Hayek. C'est un peu le quatuor de tête qui tient le film. Et à noter qu'on aurait pu avoir Tom Cruise, on aurait pu avoir Mel Gibson, mais ils sont partis, Mel Gibson sur Maverick et Tom Cruise sur Mission Impossible. Franchement, grand bien leur face, ils sont très bien faits. On a eu George Clooney, qui finalement s'est barré parce qu'il n'était pas d'accord, il se prenait le bec avec le réalisateur, et ils se sont dit, c'est plus simple de trouver quelqu'un d'autre. Et à la place, on a du Will Smith. Du Will Smith qui, du coup, a décliné le rôle de Neo dans Matrix.
selon Wikipédia, pour jouer dans Wild Wild West. Alors ça, c'est quand même rude, d'autant plus que j'ai vu que dans une interview, peut-être pas récente, mais d'il y a quelques années, je crois 2020-2021, il disait que selon lui, c'était le pire film de sa filmo. Donc voilà, c'est une adaptation de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest, on reviendra là-dessus. Et pour faire un résumé, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on est aux États-Unis, on est juste après la guerre de sécession, il y a des scientifiques qui disparaissent, il y a 2 agents qui vont bosser ensemble pour essayer de les retrouver, mandatés par le président des États-Unis. C'est parti. J'ai dit avant que Will Smith avait déglingué le film. Il faut savoir que c'est vraiment pas le seul. Il y a à peu près tout le monde qui a déglingué le film. Le film a une très mauvaise réputation. Il s'est pris plein de Razzie Awards, pire film, pire acteur pour Kevin Kline, et aussi pire actrice pour Kevin Kline parce qu'il est déguisé en femme à un moment donné dans le film. Je trouve que la blague elle est rigolote. Et ouais, du coup, le film a vraiment... On voit assez souvent des personnes cogner sur le film, enfin, du coup aujourd'hui moins, mais le film a un peu une mauvaise réputation. Voilà, je me souviens qu'avant ça, j'avais aussi vu Kevin Smith dire que c'était un peu la cata et qu'il comprenait pas pourquoi le producteur voulait absolument une araignée géante qui crache des flammes. Et ben j'ai envie de dire que parce que moi, l'âme de gamin que j'étais, j'ai vu ça, j'étais aux anges. Maintenant, est-ce que le film est bon ou pas ? Est-ce que c'est toujours aussi bon ? Je sais pas, c'est ça si t'en as un bon souvenir, ou si d'autres gens dans le chat en ont un bon souvenir, ou un mauvais souvenir, s'ils avaient aimé à l'époque ou pas, etc. Bon, en le revoyant, j'ai été surpris par un truc, c'était les effets spéciaux. Les FX sont vraiment bons. Les FX 1999, ils ont super bien vieilli. Hein. Il y a peu de trucs où vraiment je me suis dit « Waouh, c'est horrible !» Après, je l'ai pas vu sur un énorme écran non plus, donc bon... Voilà, la réal a pas mal de bonnes idées et l'univers est vraiment cool. L'univers est vraiment chouette et les deux fonctionnent très bien ensemble. Je trouve que même dans la bande-annonce, il y a quelques plans où je me disais tiens, ça, effectivement, ça te donne envie de voir. Je trouve que tout ce truc des disques volants, filmé après par le haut, filmé par le fait que tu vois les épis de maïs tomber et tout, fonctionne bien. Je trouve que la réalisation arrive franchement bien à exploiter l'univers, à le mettre en avant, et c'est très très dynamique. Le montage est hyper dynamique. On n'a pas le temps de s'arrêter. Il y a un truc de... le film est dans une avancée constante, une espèce de fuite en avant par rapport à son scénario, c'est assez drôle. Il n'y a pas le temps de niaiser. De ce côté-là, franchement, il est plutôt efficace. Mais après, il y a quelques problèmes. Après, il y a vraiment des problèmes. Et c'est là que ça commence à faire mal. Aujourd'hui, je trouve que le film, il passe pas. Môme, il était très sympa. Adulte, il y a des bons trucs, mais ça passe plus. Ça passe plus pour 2 problèmes principaux. Le premier, c'est le problème du duo d'acteurs. Le duo d'acteurs est insupportable. Will Smith et Kevin Kline, il y a un truc de conflit permanent entre les deux. Vous allez me dire comme dans plein de buddy movies, mais là, il n'y a pas vraiment d'évolution, d'amitié, etc. Ils se tapent toujours dessus, c'est des trucs qu'on a vu 1000 fois. C'était un peu le problème qu'il y avait dans Bad Boys 2, mais même dans Bad Boys 2, à un moment donné, t'as quand même des moments touchants où t'as 1 ou 2 scènes sur l'ensemble du film, ce qui fait que c'est pas assez et que t'as pas vraiment de véritable construction, mais t'as quand même des moments où on se pose et où d'un coup on se fait un check et on est dans l'entraide, etc. Là, c'est un peu toujours je vais aller avec toi, mais parce que j'ai pas le choix, etc. C'est bizarre. Il y a un espèce de conflit d'ego entre les 2 personnages. Et t'as l'impression que c'est un conflit d'ego entre les 2 acteurs, ça rend le film assez difficile du coup, parce que les 2 personnages principaux finalement sont pas du tout attachants, au point où c'est Kenneth Branagh qui finalement rend ses apparitions plus sympathiques. Il est dans le cabotinage, il s'éclate, il joue le méchant, mais au moins en cabotinant le méchant, bah, ça fonctionne. Il est dans le rôle qu'il faut, et voilà, j'ai trouvé que Kenneth Branagh était bien, et il s'amusait, et puis c'est bien. Donc on a vraiment 2 personnages qui se volent la vedette, avec cette espèce de guerre d'ego. Et comment on fait quand on a 2 personnages qui essayent un peu de se voler la vedette dans une guerre d'ego pour empirer ça ? Bon, on rajoute un personnage féminin au milieu. On rajoute Salma Hayek, qui, la pauvre, j'adore dans la bande-annonce parce que littéralement, il y a quelque chose de très littéral dans la bande-annonce. Pourquoi j'ai pas... Voilà. Son apparition dans le film, en plus doublée d'un bruitage vraiment ridicule...
Son apparition dans le film, c'est vraiment ça. C'est hop, Le 30 juin. elle apparaît comme ça, sans vraiment de sens. Si vous vous souvenez pas, c'est le personnage de Will Smith qui pendant l'enquête rentre dans une chambre et puis elle est là et puis tu sais pas ce qu'elle fout là. À la base, c'est juste, elle est là aussi sous couvert pour enquêter, pour essayer de retrouver son père. Tu comprends ça très vite. Mais vraiment, tu sais pas, c'est un peu bizarre comme ils se rencontrent et c'est un peu bizarre de pourquoi elle les suit et finalement, elle reste avec eux uniquement parce que elle est l'objet de leur désir. C'est hyper gênant, c'est qu'ils sont en mode il faut pas une femme parce que ça va faire échouer la mission, une femme ça pose toujours des problèmes et tout. Il y a vraiment ce truc premier degré dans le film, c'est trop bizarre et il y a toutes les scènes qui tournent autour d'elle, ça tourne autour de son physique, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a rien. Son personnage n'a aucune construction, c'est pas très intéressant et c'est une guerre d'ego des deux personnages qui vont jouer les coqs pour essayer de la charmer. Mais je pense que le film, il se rend quand même compte que c'est gênant ce qu'il est en train de faire là. Du coup, à la fin, il fait qu'aucun des deux personnages ne gagne et puis qu'elle part avec un type qui a genre 40 ans de plus qu'elle et qui est pas son père mais son mari. Enfin, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. La pauvre, quoi. Mais vraiment la pauvre. On a vraiment un personnage, plus que personnage fonction, c'est un personnage outil qui est là pour mettre les maîtres en route et puis pour qu'ils se tapent encore plus dessus et pour renforcer la guerre d'ego. C'est très très étrange. Donc, ça met un truc vraiment... Cette espèce de dynamique de casting, du coup, ne fonctionne pas. Et le deuxième truc, c'est l'humour. L'humour est tellement vieux et assez catastrophique. C'est très, très... Voilà, c'est des blagues de... Il est déguisé en femme, mais il est très, très laid. Voilà, donc... Voilà, c'est ce genre de truc. C'est des blagues de... Will Smith qui embrasse sa copine au début, mais qui en même temps il est pris par le travail, et puis pour bien montrer ça, bah, il continue de l'embrasser, mais en regardant derrière lui, parce que c'est là que se passe la scène qu'il surveille et tout, et puis il continue de faire des mimiques de l'embrasser alors que ça fait 2 minutes qu'il l'embrasse plus. C'est un peu... c'est pas génial, et puis t'as les deux personnages qui ont des colliers qui sont attirés l'un à l'autre, et du coup ça crée des espèces de fausses scènes de fellation qui les met... dans des situations très gênantes où ils sont en mode oh vous n'en parlerez à personne j'espère, oh vous non plus, etc. C'est un peu bizarre. Et je me souviens de la scène où Salma Hayek est complimentée sur son pyjama et ça résumait pas mal de trucs où elle débarque dans le wagon et elle dit ouais je voulais juste vous dire merci de me laisser vous accompagner et tout, et puis d'un coup ça n'a rien à faire là et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi d'un coup le personnage il y a un truc un peu humain qui est en train de se passer et tout. Et là, tu comprends ce qui se passe, c'est qu'elle se retourne, et puis c'est un pyjama avec l'ouverture sur le cul, donc elle se barre le cul à l'air. Et c'est le gag, et le gag est renforcé par le fait que les deux personnages, ils vont faire truc, et ils vont la rappeler, Salma, bon, elle s'appelle pas Salma dans le film, je sais plus son nom. Puis elle se retourne, puis elle fait oui. Et les gars, au lieu de lui dire, et les gars, bah, tu sais déjà pas trop pourquoi ils la rappellent, et tu sais encore moins parce que finalement, leur réponse c'est... On voulait vous dire, oui, ce pyjama, il vous va très bien. Oui, ravissant pyjama. Oh, très très beau pyjama, voilà. Et c'est le gag. Et c'est ça le gag. Et ça fait rire. Et les deux personnages font ça. Et du coup, ça n'a pas très bien vieilli du tout. Le film c'est dommage parce que l'univers, il pourrait être vraiment cool. Mais tout ça, ça rend le film difficilement regardable. J'avais aussi noté que c'est un peu un ancêtre des Marvel sur le timing des gags aussi, où... on va avoir une tonne de blagues nulles dans des moments qui devraient être épiques. Moi j'appelle ça le syndrome du cheeseburger dans le ravin, parce que vous savez, dans Jurassic Park 2, à un moment donné, les personnages sont à 2 doigts de tomber. Et moi je me souviens, j'étais jeune et j'avais peur pour eux. Et pour moi il y avait vraiment un enjeu là, et j'étais pris dans le film. Et le personnage en haut il fait ah vous avez besoin de quelque chose, ou je sais plus ce qu'il leur dit, mais en gros pour les aider à sortir de là. Et les 3 personnages qui sont en bas, le premier dit oui un cheeseburger avec frites. Le deuxième relance en disant ah moi ça sera sans frites, et le troisième ah moi je vais prendre un coca, et t'es là waouh, déjà une c'était trop, mais les 3 je me souviens c'est une des premières fois de ma vie où j'en voulais un film d'avoir fait ça, où un film m'avait dit yo t'es pris par mon histoire, t'es pris par ce que je suis en train de faire, bah écoute je vais faire en sorte que tu le sois plus du tout, que tu sortes de ça mon gars. Et ça m'a fait très très bizarre, le film a vraiment pas été cool avec moi ce jour-là. Donc voilà, et ben des syndromes cheeseburger dans le ravin, il y en a plein dans ce film. Et il y en a tellement que finalement, au bout d'un moment, on les remarque plus. Parce que le film n'a jamais vraiment d'enjeu, du coup.
Et en soi, ça, c'est pas trop grave, parce que le but du film, du coup, c'est plus d'être une comédie que d'être quelque chose d'un peu épique. Mais c'est très dommage quand les blagues ne marchent absolument quasiment jamais. Enfin, 9 blagues sur 10, franchement, ça ne marche plus, ça ne passe plus. Et c'est pas que ça passe plus parce que la société a changé, ça passe plus parce que c'est très gamin. Je pense que tu montres ça à un ado aujourd'hui, peut-être qu'il peut rire de un ou deux trucs. Enfin, d'un pré-ado, peut-être qu'il peut rire de quelques trucs, mais même ça, enfin, voilà. Voilà. Donc, compliqué. Wild Wild West. Et je voulais vous montrer du coup quelques critiques de Wild Wild West. J'avais fait ça, je voulais vous montrer déjà la différence entre la presse et les spectateurs. C'est un truc assez fou, cette espèce de creux entre la presse et le spectateur, de plus d'un point de différence. Et en général, pour des films popcorn, c'est plutôt l'inverse qu'on a. C'est la presse qui va descendre le film et les spectateurs qui vont le remonter un peu. Et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant du coup. D'où vient toute cette haine pour le film ? Qu'est-ce que les critiques ont pu dire pour le film ? Alors déjà, ce que les gens ont aimé. J'avais pris celle-là, qui dit, évidemment, c'est un grand classique, qui dit « Ce n'est pas du cinéma, mais c'est du cinoche. À voir avec un baquet de popcorn à la main. » Voilà. Donc le fait de défendre le film, c'est de dire que le film, il est pas bon. Moi, je trouve toujours ça formidable. C'est pas du cinéma, c'est du cinoche. Je trouve la formule très marrante. Voilà. Donc pour ceux qui défendent le film, qui veulent la critique, au moment de la sortie, là, c'était l'Obs. Voilà, par François Forestier, qui résumait ça ainsi, et pas mal de critiques, je pense, ont défendu le film comme ça. Ça serait intéressant de remettre dans le contexte de l'époque, pour voir... Je pense il n'y avait évidemment pas toute la vague des films Marvel, donc les films peut-être moins phagocytés par ce type d'humour, donc voilà. Le suivant, là, c'est Marcel Evrault. Alors, Marcel Evrault, lui, 4 étoiles, il nous dit « Très bonne série B. Je suis très fan de l'araignée mécanique. Le mélange des genres fonctionne parfaitement. » Je trouve aussi que le mélange des genres fonctionne bien. Et il a mentionné l'araignée. Il y en a quelques-uns qui mentionnent l'araignée. Et moi, j'ai vu pas mal de gens se moquer du film. Je pense dû à cette vidéo de Kevin Smith qui se moquait du fait qu'il y avait une araignée dans le film. En disant que c'était la volonté du producteur, il voulait absolument ça, puis lui il comprenait pas, il trouvait ça débile, et du coup il y a plein de gens qui ont commencé à suivre ça en disant oh, putain, l'araignée dans le film c'est débile, c'est tellement le truc que veut le producteur. Moi franchement je trouve que c'est une des bonnes idées du film, ça rend le truc très cool, je le trouve en plus très fonctionnel dans le fait que ça se déplace dans le désert, enfin voilà. Mais ouais, donc je trouve que des fois les critiques ont été dures sur le film, mais pas pour les bonnes raisons, et notamment genre critiquer, il y avait une espèce, disons, de bonne norme sociale de critiquer ce film, qui, ma foi, me semble pour le moins discutable. Voilà, pareil ici, un visiteur qui dit très bon divertissement, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film fun. Voilà, il y a un truc de vouloir recontextualiser le film, et moi quand je l'ai vu aussi par quelqu'un qui justement avait ce discours-là, de dire bah c'est un film, il faut recontextualiser, c'est un film fun et tout, puis voilà. Le reste de la critique c'est moins intéressant, si ce n'est qu'à la fin on a de nouveau l'araignée mécanique qui est mentionnée, voilà, qui est sympa. Ah oui, la musique est pas mal, ouais, c'est vrai, il y a la musique, il y a des bons trucs, et il y a Will Smith ne chante pas, ça c'est assez étonnant. Et là on va arriver sur les trucs qui vont pas, et ça m'a fait rire, il y a quelqu'un qui nous dit des mystères de l'Ouest, il n'y a que le nom, car l'esprit de la série TV n'est pas présent un instant là-dedans. Un des éléments qui reviennent beaucoup dans les critiques, c'est le fait que ça ressemble pas à la série Les Mystères de l'Ouest. Alors je vous avoue, j'ai jamais vu la série, je sais pas à quoi ça ressemble la série, mais le fait que ça se soit autant affranchi de la série, apparemment ça n'a pas du tout plu à plein de gens. Ils chantent quand même la chanson du film. Ah ouais ? Ah peut-être alors. Je sais pas pourquoi, j'avais regardé, il me semblait que justement il n'était pas... il gérait pas les chansons du film pour une fois, mais oui peut-être alors. Peut-être que tu as raison, c'est 16. Effectivement. C'est une espèce de truc numérique immonde, au gag aussi grand que le sont les oreilles de ce pauvre acteur qu'est Will Smith. C'est industriel sans goût ni saveur. Moi j'aime bien cette espèce de truc numérique immonde, qui franchement c'est un peu dur. Les effets numériques sont pas si immondes que ça, mais bon, après c'est de l'avis de chacun. Je ne comprends pas ce truc au gag aussi grand que le sont les oreilles de ce pauvre acteur qu'est Will Smith. Je ne comprends pas la comparaison. Un grand gag pour moi c'est quelque chose qui est drôle du coup, enfin ouais, je sais pas. Donc là je comprenais pas encore, et j'ai continué les commentaires et j'ai compris.
Mon Dieu, moi qui ai regardé dans mon enfance la série avec le formidable Robert Conrad. Robert Conrad, du coup, qui était l'acteur dans la série et qui a refusé de faire un caméo dans ce film parce qu'il a lu le script, il a jugé que le script était mauvais. Je découvre ce nanar progressiste avec Will Smith débile de l'imaginer dans la peau de James West, dans une Amérique qui va mettre encore un siècle pour l'égalité des droits civiques. Et là, j'ai commencé à comprendre. Et il y a pas mal de critiques qui, après le fait de dire que ça ressemble pas à la série d'époque, reprochent au fait qu'il y ait un acteur noir dans Wild Wild West. Voilà, comme quoi c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il y avait déjà à l'époque, c'est quelque chose qui du coup rendait fou déjà un certain nombre de personnes, et je pense que le film, s'il s'est fait bâcher comme ça à l'époque, mine de rien, il y a plusieurs facteurs évidemment, mais ce facteur en est un, et un important. Là, juste après, les mystères de l'Ouest, c'est un must de ma jeunesse. Et on retrouve toujours cet amour pour la série, c'est ouf. Je ne comprends pas comment les scénaristes ont pu pourrir le mythe. Sûrement la pression américaine, mais même si faire d'un Black le successeur de Conrad en pleine guerre de sécession, c'est anachronique et hors de propos, entre parenthèses, j'adore Will Smith dans ces films, mais là, il n'y a aucune place pour lui. Avec un autre titre, on aurait trouvé ça intéressant, mais là, c'est du dévoyage. Donc c'est ouf, il y a plein de gens qui ont haï ça, à cause de cette partie-là, qui ont haï ça, qui ont haï le film, parce que ça ressemblait pas au Mystère de l'Ouest, et parce que y avait un acteur noir qui jouait le rôle d'un personnage principal. Du coup, comme c'était pas nouveau, c'est assez ouf, et c'est déjà assez désagréable, quoi. Les discours se répètent à l'infini. Ouais, c'est ouf, Après, je pense, pour avoir lu pas mal de ces critiques, justement, de ces critiques en ligne, je pense qu'il y a souvent des gens qui lisent d'autres critiques et qui vont s'inspirer de ça, parce que des fois, effectivement, il y a tout qui est pareil. Une belle américaine... il me fait rire. Une belle américaniaiserie aux gags stéréotypés et éculés. J'ai tenu 10 minutes avant de mettre fin à mes souffrances. Ah, le pauvre. Voilà. Et il y a des commentaires comme ça, donc voilà. Et là, on retrouve encore un bonhomme comme ça. Les Mystères de l'Ouest restent une de mes séries cultes. On retrouve toujours cet amour pour la série de base. Ce film est pour moi la plus mauvaise adaptation d'une série. Will Smith l'indique lui-même dans une interview des années 2020. James West, de par sa fonction, ne peut être Will Smith. C'est ouf. C'est complètement ouf. Du coup, t'as un tas de critiques comme ça, avec vraiment cette odeur raciste nauséabonde, là. Et sincèrement, quand j'ai commencé à regarder les critiques qu'il y avait sur le film, c'est hyper drôle. C'est que moi, à aucun moment, je m'attendais à tomber là-dessus. Et je pense que c'est parce que c'était une autre époque où j'avais pas conscience de ces problématiques-là. Au moment où il y a le film, j'ai même pas 10 ans, quoi. Je me rends pas compte que le racisme, ça existe. Je me rends pas compte de tous ces enjeux-là. Moi, je vois un film Wild Wild West avec un acteur noir, un acteur blanc sur l'affiche et tout. J'aime les deux, puis j'avais pas de bug par rapport à ça, pas de trucs choquants, etc. Et du coup, moi plus grand, quand je me dis, tiens, les gens à l'époque, ils aimaient pas ce film, mais comment c'est possible et tout, je me rendais pas compte qu'il pouvait y avoir tout ça. Enfin, je me rends compte aujourd'hui que ça existait déjà, c'est ouf, quoi. Et non, mais c'est assez incroyable. Après, niveau scénario, on s'ennuie, on se demande même si on n'a pas oublié le pitch de départ. Oui, le scénario a été réécrit plein de fois. Apparemment, voilà. Le réalisateur et Will se rattraperont plus tard avec le somptueux Men in Black. Oui, sauf que Men in Black c'est sorti 4 ans avant. Enfin, c'est pas grave. Voilà pour la dernière critique de Eric L. Et voilà pour Wild Wild West. Donc un film, franchement, je vous le conseille pas aujourd'hui. Mais du coup, un film qui nous montre qu'il suffit pas d'un bon univers et d'un réalisateur qui sait quand même ce qu'il fait pour avoir un bon film. Qui nous montre aussi que finalement les problèmes de racisme avec le cinéma et les trucs d'attaque wokiste, etc., c'est peut-être plus visible aujourd'hui parce qu'ils arrivent plus à mettre un mot là-dessus, qui est justement le terme de wokisme. Mais ça existait tout autant avant. Voilà. Bon, on va passer aux plus petites critiques. D'accord, je vais vous parler de 3 films un peu plus rapidement. Là, je vais vous montrer les bandes annonces. Et on en vient tout de suite dessus. On va commencer avec un film réalisé. Un film qui s'appelle Les Seigneurs de Downton, réalisé par Catherine Hardwicke, que vous connaissez pour avoir fait
Twilight 1. Le premier Twilight. Et qu'est-ce qu'elle a fait avant Twilight? Elle a fait ça. Hey boys, now get out there and surf, little grommets. Back to the boneyard for you, pal. We surf and we skate every day. Surf's up, man, yeah. Check these out. With these, you can do the same hard turns that you do on your surfboard. Wow. This wave breaks 24 hours a day, every day. And you know what, bros? We're gonna be the first to ride it. Yeah, surfing like a wave, man. But nah. Skip is putting together a skate team. There are gonna be hundreds of skaters from all over the country, and we need to shut them down. Oh, nice socks, man. Here's our entry fees. Now, where's that trophy? Oh my God, it's some type of aerial maneuver I've never seen before. Next up, Jay Adams riding for Zephyr Skateboards. Stacy Peralta. Tony Mad Dog album. It's only gonna get bigger and bigger and bigger. To the Boy Kings. Where's the famous Tony Alva? Make you a star. Wow, you're famous, sis. You guys gotta think bigger, man. I wanna make money. I wanna do it all right now. This is our time, bro. The boys are getting offers, man. This isn't about fame or money. Until you put those kids in the magazines, they didn't care about either one. Well, they do now. We can't bail on Skip. We're Z-Boys. We're family. You need to keep pushing, man. Hey Tony, it looks like it's gonna be you or me, man. No, it's not. It's me. We're gonna be on summer vacation for the next 20 years. Ça me rappelle qu'un jour, le skate et le rock, c'était les trucs les plus cool du monde. Mais oui, je suis désolé pour la qualité de la bande-annonce. Hein. J'essaie toujours de vous trouver des bandes-annonces en français et s'il n'y a pas au moins sous-titré français. Et là, malheureusement, il n'y avait rien de mieux que ceci. Alors, attendez, je vais juste vous mettre l'affiche. J'ai pas préparé les affiches un jour, il faudrait que je prépare un peu les affiches. Hop. Je vais vous mettre ça va très bien. Donc, Les Seigneurs de Downton, comme je vous ai dit, ça a été réalisé par... Hop, là, vous êtes où? Vous êtes là. Par Catherine Hardwicke, qui a réalisé Twilight 1, mais qui a aussi réalisé 13, qui a réalisé un épisode des cabinets de curiosité de Del Toro, là, qui est sur Netflix. Je ne sais pas lequel, je n'ai pas regardé lequel, parce que j'ai vu que les 2 ou 3 premiers épisodes, donc je ne sais pas si j'ai regardé celui qu'elle a réalisé. Voilà. Donc, Les Seigneurs de Dogtown, c'est un film sorti en 2005 qui raconte l'histoire des Z-Boys. Ça raconte une histoire vraie. Avec des acteurs tels que Heath Ledger et Mitch Hedberg. On est l'été 1975 en Californie. Il y a une grosse canicule qui fait que les autorités vont demander aux propriétaires de piscines de les vider. Il faut économiser l'eau. Et au même moment... on a un groupe de jeunes skateurs qui du coup vont profiter de ça. Ils vont s'inscrire, ils vont aller skater dans les piscines et ils vont s'inscrire à des concours sous l'impulsion d'un gars qui va s'improviser leur agent pour essayer de connaître la gloire et grâce à leur nouvelle figure acrobatique. Donc un film de skate avec beaucoup de rock. Effectivement, la BO du film est incroyable. La BO, j'ai noté quoi? J'ai noté, il y a Jimi Hendrix, il y a Deep Purple, il y a David Bowie, il y a Neil Young, il y a du Iggy Pop, il y a du Cream. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y a encore une trentaine d'autres artistes comme ça. Enfin, c'est une folie. Et voilà. Voilà. Je pourrais parler très longuement de ce genre de film de sport. Moi, j'aime bien ce genre de film. Je trouve que c'est des films
dans lesquels j'ai de la peine à rentrer. Et je vais pas me diriger vers le genre, mais souvent le genre, en fait, est vachement bien. Il a plein de bons trucs, et j'ai réfléchi un peu à ça, je me suis dit, mais comment ça se fait que les films que je regarde dans ce genre-là, genre je pense à Blue Crush aussi, où pareil, je me suis dit, je sais pas, c'est des meufs qui font qui font du surf, ça me passionne pas de ouf, et en fait le film était très bien. J'ai souvenir d'un film de Snow aussi que j'avais bien aimé comme ça, enfin bref. Et en fait, je trouve que c'est un genre de film qui... C'est un thème qui cinématographiquement est hyper cool. Genre là, c'est des jeunes qui vont faire du skate dans des piscines. Donc, ça prédispose le film à quelque chose d'un peu naturaliste. C'est-à-dire qu'on va pas filmer en studio, mais on va essayer de filmer dehors. Il va y avoir le soleil californien qui va arriver sur les bonhommes et tout. Ça se retrouve beaucoup dans la bande-annonce. On va filmer dans la mer, on va filmer à la plage, etc. Donc la caméra sort des studios. Il y a un côté très vrai. Et le truc très vrai, c'est que tout l'enjeu, c'est justement de montrer des démonstrations techniques, c'est de montrer des figures. Et pour moi, du coup, c'est vraiment un genre de film qui pousse absolument, qui tend absolument à être naturaliste. Et ça le rend très intéressant quand il essaie de raconter quelque chose à travers tout ça. En plus, c'est filmer du mouvement. C'est créer quelque chose d'impressionnant avec du mouvement. Le skate, c'est vraiment créer du mouvement. Et du coup, la caméra peut participer à ça. Est-ce que la caméra va rester fixe ? Est-ce qu'elle va être en mouvement ? Est-ce qu'elle va être derrière le personnage ? Est-ce qu'elle va être au-dessus ? T'as plein de manières de filmer ça pour dynamiser ton montage, etc. Et je trouve que, en fait, à faire, je pense que ça doit être hyper cool, déjà, de base. T'es dans quelque chose qui est très ancré au réel dans ce genre de film. Et c'est un réel qui est souvent très cool et très... voilà, c'est genre porter des... prendre son skate, trouver une piscine vide, écouter du rock et boire de la bière, et puis voilà, ce côté-là, doublé du naturalisme, ça crée quelque chose de vraiment chouette, quoi. Voilà. Et ça fait aussi que c'est des films où finalement le scénario ne phagocyte pas tout le film. Où des fois le scénario est un peu justement en retrait, c'est un peu le cas dans ce film, justement. Même si on garde une structure très rise and fall, donc les personnages qui vont se découvrir leur talent, qui vont découvrir en se mesurant à d'autres qu'ils ont quelque chose d'unique, qui du coup vont commencer à perdre pied avec le réel et puis se dire vas-y, moi j'ai envie d'être le plus grand, le plus fort, etc. Et finalement se rendre compte que non, mais il n'y a rien de plus important que l'amitié et ce genre de choses. Voilà. Ce genre de choses, quoi. Je pense aussi à Scène at the Sea de Kitano, où là on est sur quelque chose de complètement différent. C'est hyper intéressant, on pourrait faire des analyses de films autour de ça, enfin bref, des analyses comparatives. Donc c'est cool, on a de l'image, on a du son qui sont très très bien pour pour retranscrire ce réel. On fait des figures, on se pète la gueule, c'est sympa, etc. Et je trouve que du coup ça fonctionne à fond sur ce film. C'est un film que j'ai personnellement que j'ai très aimé. Il joue à fond son ambiance Californie des années 70. J'adore le collier du bonhomme avec ses lunettes de soleil, ses bracelets, sa bague, tous ces détails qui je trouve fonctionnent, les coupes de cheveux fonctionnent, je trouve que tout fonctionne dans ce truc de rendre le film, voilà. Donc franchement, Les Seigneurs de Dogtown, je vous le conseille, et on va passer au suivant. J'aurai moins de choses à dire, vous allez voir. Le prochain est un film qui s'appelle La Dernière Preuve. On passera assez rapidement dessus. Je vous laisse découvrir ce thriller pseudo-érotique et on en parle tout de suite. Tous les crimes laissent une trace. Le médecin légiste a situé l'heure de la mort vers 4h du matin. Faut être malade pour faire une chose pareille. Pour chaque meurtre, il y a un suspect. Je cherche Robert Medina. On a relevé ses empreintes partout dans la chambre. Il est le seul à avoir été vu avec elle ce soir-là et il a déjà un casier. Et tous les suspects ont droit à un avocat. Vous êtes ici sous l'inculpation d'homicide volontaire. J'ai tué personne. Quand je suis parti, elle n'était pas morte. Elle me souriait. Alors, dans le labyrinthe de la justice... Vous avez bien affirmé précédemment que vous n'avez jamais eu de rapport intime avec la victime. Une brillante avocate est sur le point de découvrir... Elle avait planqué un appareil photo numérique relié à son ordinateur. Petite coquine. Elle aimait sans doute garder une preuve de l'identité de ses visiteurs. Qu'une famille très puissante... Mon fils, Paul Saxon, sera le candidat démocrate à l'élection présidentielle.
une partie de son passé. Je crois qu'il faut qu'on se parle. On n'a rien à se dire, toi et moi. On a fait l'amour ensemble. Quand est-ce que tu vas le mettre? Et un procureur Monsieur Comptoni, on est en direct. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Je ferai une déclaration quand je saurai quelque chose. sont les pièces du puzzle qu'elle tente de reconstituer. C'est ce que j'ai copié sur l'ordinateur de Jana. Vous voulez essayer de faire croire qu'elle l'avait mérité? Je veux surtout que ce soit le vrai coupable qui paie pour ce meurtre. Mélanie Griffiths, C'est une partie d'échec, on ne peut pas bouger la mauvaise pièce. Tom Berenger. Tu as perdu d'avance avec Medina. Ses empreintes étaient partout dans la chambre. Affaire classée. Elle devra aller au-delà du danger, Tournez-vous vers vos plus fidèles amis et regardez-les. au-delà du doute. Pour trouver Oh non! la dernière preuve. Je t'en prie, pardonne-moi. Dans une autre vie. Elle affirmait précédemment. Hop. Voilà, la dernière preuve. Film de Randall Kleiser qui a réalisé des trucs comme Grease, Le Lagon Bleu ou encore Gros Blanc. Film sorti en 1998 avec Mélanie Griffith et Tom Berenger. Qui nous raconte du coup l'histoire. Il le résume très très bien, hein, d'une avocate qui va défendre un type qui est jugé coupable, qui est accusé de meurtre. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui a commis le meurtre? Et voilà. Je vais passer assez rapidement sur le film, parce que c'est un truc pas très connu. J'ai hésité à en faire justement un film que je vous présente image par image, là, mais finalement, les images n'étaient pas assez intéressantes pour faire quelque chose de bien. Le film fait très téléfilm, c'est série B, hein. C'est série B, et ça fait un peu téléfilm, mais c'est sauvé par le fait que le scénario tient la route, il a des rebondissements qui sont quand même intéressants, des fois, qui sont un peu intéressants, enfin qui te maintiennent. Mais vraiment, ça sonne très... Enfin, 1998, moi, je lui aurais pas donné... Je l'aurais vu plus vieux, quoi. Dans la manière qu'il a d'être filmé, dans les coupes des cheveux des personnages, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose de plus vieux, genre il pourrait être sorti dans les années 80, ça m'aurait pas surpris. Il est aussi... Il se distingue du téléfilm par le fait qu'il a quand même quelques plans chouettes, il a quelques plans imaginatifs, mais vraiment, je suis resté devant le film et j'étais en mode... c'est pas passionnant du tout. Et tout est plat, ce qui fait que c'est très difficile d'en parler parce que rien n'est honteux, mais tout est fade. Et c'est dur de décrire quelque chose qui est fade, si ce n'est qu'en disant que c'est fade. Voilà. Et des films comme ça, il y en a plein. Donc je me suis dit que ce dont je voulais vous parler, c'est que souvent, enfin des fois je passe dans les caches converters et comme ça, et je regarde les DVD, c'est ouf la pelletée de merde qu'il y a dans ces machins. Et des fois, il y a des jaquettes et des trucs où je me dis, tiens, ça peut être intéressant. C'est soit un téléfilm très naze, mais il y a une petite chance que ce soit un truc, du coup, qui soit bien, une petite perle dont j'ai jamais entendu parler et tout. Et du coup, j'achète passer 1 balle, 2 balles, puis voilà. Et celui-là, typiquement, fait partie des films que j'ai achetés en me disant, vas-y, ça sera peut-être une perle, et en fait, ça ne l'est pas. La dernière preuve, un truc un peu thriller, si le thriller est bien ficelé et tout, même si ça n'a pas un gros budget, ça peut fonctionner. Ce n'est pas très intéressant. Et du coup, ce genre de film, ce qui se passe, c'est qu'une fois que je les ai vus, moi, je les ai en physique, chez moi. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Alors, soit ça rejoint un sac, ça va à la cave. Soit, en fait, je fais un autre truc maintenant, c'est que maintenant que j'ai pas mal de DVD, j'ai 2 rangées de DVD. Du coup, je peux pas regarder la rangée qui est derrière à la base, parce qu'il y a la rangée de devant. Donc, je prends ces DVD tels que ce film, et je les pose à plat, par terre, enfin, dans l'étagère. Et c'est sur eux, j'en pose 4-5 à plat, et je mets sur eux les DVD de derrière. Comme ça, j'ai 2 rangées, voilà, qui sont à peu près comme ça. Et je peux lire du coup les titres des 2 rangées, et c'est très très bien. Donc c'est un DVD qui va me servir à faire ça. Et du coup, je voulais vous parler de ce film pour vous donner ce petit conseil. S'il y a des gens comme moi qui ont encore des DVD, et qui ont des films qui franchement, ils savent pas quoi en faire parce que c'était pas des films ouf, vous prenez vos 2 rangées de DVD, vous les mettez à plat, vous les mettez derrière, et puis comme ça surélève les DVD qui sont à l'arrière. Voilà, DVD Blu-ray, ça marche aussi. Hein. Et c'est d'autant mieux si vous avez un mélange DVD et Blu-ray, parce que comme ça, si d'un coup votre étagère, vous pouvez pas mettre 3... Moi, je crois que j'ai 3 ou 4 rangées de DVD, mais je crois qu'en fait, j'en ai 3 et un Blu-ray. Et une rangée Blu-ray pour que ça rentre vraiment parfaitement. Voilà. C'est une question un peu de puzzle. Et on va passer à la bande-annonce suivante. Je pense que personne n'a entendu parler de ce film.
Alors, toujours dans les petits films courts, et après on passe à notre gros dossier. Je vais vous montrer ça. C'est parti. Well, I probably had the most horrible weekend of my entire life, actually. My father visited me spontaneously without any warning. Be careful. Offer the ladies a glass of champagne. Oh. I'm Tony. Tony Erdmann. Also du kannst jetzt schon sagen, dass du mein Vater bist, aber Sie ist ja kaum noch zu Hause und deshalb habe ich mir jemand als Ersatztochter engagiert. Das ist ja eine moderne Lösung. Wie lange willst du eigentlich bleiben? I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte I'm sorry, Bogdan. My father made a stupid joke. We have to solve this problem. Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch. Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier? Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Wie soll man denn Momente festhalten? Ja, da muss man das noch machen und dies und dann währenddem geht das Leben einfach vorbei. Tony Erdmann. Les persos sont en méga déprime, le titre, une comédie hilarante et émouvante. C'est complètement ça. C'est une comédie allemande, hein, donc voilà. Tony Erdmann, film sorti en 2016, réalisé par Maren Adel. La réalisatrice, c'est le dernier film de la réalisatrice. Après, elle s'est lancée beaucoup plus dans la production, apparemment. C'est très étrange, parce que ce film a super bien marché. Il a eu un bon succès. Enfin voilà, c'est un film germano-autrichien, comme vous avez pu l'entendre, avec Peter Simonischek et Sandra Hüller. Sandra Hüller qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans Anatomie d'une chute. Alors c'est l'histoire de Sandra Hüller qui va négocier à Bucarest pour des gros contrats pour une grosse compagnie. Et il y a son père qui lui rend visite, parce que son père s'inquiète pour elle. Il a peur que... Enfin, il se dit qu'elle passe trop de temps sur son travail et puis pas assez de temps à kiffer la vie. Voilà. Le film est drôle, franchement. C'est un film qui vieillit bien dans ma tête. Moi, je l'ai vu en ayant pas mal entendu parler. Et c'est le gars du Karloff à Lausanne, donc, qui avait une ancienne boutique de DVD, qui l'avait donné à mon ex, qui pour mon anniversaire avait été le voir et avait dit ben voilà, mon copain, je vous donne sa liste sans critique des films qu'il aime, vous regardez puis vous me sortez des films qu'il connaît pas puis qu'il pourrait kiffer. Puis il y avait, parmi les films qu'il a sortis, il y avait celui-ci et je l'ai enfin vu et je l'avais pas trouvé aussi incroyable que je pensais, je l'ai pas trouvé aussi bien que ce que je pensais, mais maintenant avec le recul je le trouve très bien. Je le trouve très bien. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Il fonctionne parce que on suit du coup effectivement une femme qui est très focus sur son travail et son père qui est un gars qui fait des blagues. Et qui fait des blagues nulles. Mais des blagues où vraiment... En fait, c'est complètement... En fait, c'est The Office le film, presque. Un peu. Il y a un côté comme ça. Dans le type d'humour cringe où t'es mal à l'aise pour les gens... ça fonctionne super bien. Et genre, pour vous dire par exemple, la scène d'intro, c'est un gars c'est le facteur qui apporte un colis à la maison. Il toque à la porte et le papa il ouvre et tout. Puis c'est un colis pour lui. Et le colis fait tic-tac. Et du coup, il ouvre la porte et puis on dit ah bonjour, vous êtes machin. Puis il dit ah non attendez, puis il se barre. Et puis il revient, mais genre juste avec une autre chemise et des lunettes, un truc comme ça, et puis en prenant un autre accent, en disant « Oh, c'est moi, machin, et tout », puis il prend le colis. Bonsoir et bienvenue. Mais il n'y a pas de retard, tu arrives toujours au bon moment, quel que soit le moment où tu arrives. Ne t'inquiète pas. Et il prend le colis en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, alors que le facteur a vu que c'est lui-même, enfin, voilà. Et il commence à faire croire, lui en prenant le colis et en signant les papiers, il commence à faire croire, ah, tic-tac, je crois que c'est une bombe, je sais qu'il y a des gens, ils veulent m'envoyer une bombe, un truc comme ça. Et il commence à faire une blague comme ça le facteur, il est hyper mal à l'aise du coup. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça fonctionne super bien. Le personnage est très attachant. Il est aussi
chiant. T'as autant envie qu'il dégage et qu'il foute la paix à sa fille que t'as envie qu'il soit là et puis qu'il fasse des blagues et qu'il fasse des conneries. Il fonctionne super bien, il est très très humain, quoi. Le film est très très humain. Et il fonctionne super bien, d'autant plus parce que, comme Le Seigneur des Docteurs et comme The Office, il y a un truc très naturaliste où la caméra va se déplacer, va suivre ça dans des décors réels. Dans The Office, on n'est pas dans des décors réels, mais j'entends par là le fait qu'on fait comme si on captait le réel du quotidien. Même si c'est pas du coup naturaliste du tout. Mais c'est super cool comme tu vois justement ces personnages qui sont très vrais du coup, et ça crée beaucoup ce malaise. Et la scène finale, la presque scène finale, disons juste l'avant-scène finale, là, elle est tellement bizarre. Elle est tellement bizarre, ça sort un peu, t'as l'impression que ça sort de nulle part, et plus tu réfléchis, plus tu comprends. C'est un film qui te demande de réfléchir à ce que tu vois pour comprendre ce que tu es en train de voir, et en même temps, si tu le fais pas, t'es complètement désarçonné et tu peux passer complètement à côté du film, comme tu peux hyper kiffer en disant putain j'ai rien compris, c'est trop drôle. Et quand tu réfléchis, tu peux être pas en mode ah ouais je comprends et c'est cool. Enfin voilà. Donc je vous conseille Tony Hardman, c'est sympa, c'est sorti en 2016 et c'était très chouette. Et maintenant pour le prochain, je ne vais pas vous montrer de bande-annonce parce que je vais vous montrer le film. Hop là, attendez, c'est le gros dossier. C'est un film qui s'appelle L'héritier de la violence. Un film hongkongais de 1986. Hop là, est-ce que je l'ai là ? Attendez, où est-ce que je l'ai mis ? Ah, où est-ce que je l'ai mis ? Attendez. Hop, je réapparais comme ça. Et ce coup-ci, on fera pas 2 heures, c'est bien, on est déjà au dernier. Voilà. Je m'en vais vous raconter ça, vous allez voir. Hop. Parce que j'ai très envie que vous découvriez ce film. Hop. Hop. Non, ça n'a pas marché. Alors, je reprends. Hop, hop. Ouvrir. C'est bon, ça marche. Le film Les gens, je vous le présente. C'est Legacy of Rage. Legacy of Rage. Je suis content de vous en parler, parce que je trouve qu'il y a pas mal de trucs à dire dessus. Comme j'ai dit, on est dans du cinéma hongkongais, donc vous allez voir, c'est du film où ça se bagarre un peu quand même, hein, mine de rien. Ça se bagarre même pas mal. Attendez, j'ai perdu. Comment je vais faire ça ? Je vais faire comme ça. Et il me manque... j'aimerais quand même prendre le dossier pour voir les trucs que je vous montre. Et voilà. C'est un film où on a... C'est pour ça que c'est bien que j'ai des images à côté, parce que... Ah, attendez, il est encore en train de charger. Je pense qu'il charge toutes les images, ou je sais pas ce qu'il fait. Si je fais ça... Oh, il me le met en diaporama, c'est trop bien. Oh, c'est encore mieux. Ah non, par contre, le diaporama, il avance tout seul, j'ai pas envie. Je veux pas que le diaporama avance tout seul. Voilà, donc on a Brandon Lee dans le rôle principal de ce film de baston. Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui est connu pour notamment son dernier film The Crow, puisqu'il est décédé durant le tournage du film. On lui a tiré dessus en pensant que c'était un flingue balle à blanc, mais en fait c'était un flingue chargé, et voilà. Un film avec un fantôme, c'est presque ça du coup. Quand on le regarde actuellement, c'est un film avec un fantôme. Mais à l'époque, c'était Brandon Lee, le film de Bruce Lee, il était en forme. Plus ou moins, on va voir, le film s'ouvre avec un monsieur qui a un petit sachet de poudre blanche, on ne sait pas exactement ce que c'est, et un autre gars qui est avec des habits hyper fluo et qui fait du roller. Après, il va se pointer dans une cabine téléphonique, répondre à un appel, on ne sait pas encore qui c'est ce gars, et il va se retrouver avec un sac plein de thunes, et puis évidemment il va se faire tuer par les méchants qu'on a vus avant. Et c'est seulement après ça qu'on découvre notre héros, toute cette scène d'intro, et ça je trouve cool. La scène d'intro n'a rien à voir avec le reste, c'est juste pour nous montrer, regardez, il y a des méchants, ils font des trucs méchants, il y a du deal, il y a de la drogue, etc. On nous pose un peu les enjeux. Et c'est seulement après qu'on nous présente du coup Brandon Lee. Brandon Lee, vous avez vu, il bosse en fait, il bosse dans une casse de voiture. Lui, son job, c'est de casser des voitures.
Et j'arrive pas à savoir, parce que regardez, lui, j'ai l'impression que son casque, il est bien mis sur sa tête. J'ai l'impression que lui, son casque survole sa tête. Et j'ai l'impression que si quelque chose lui tombe dessus, ça ne le protège pas du tout. Donc je ne sais pas s'il a les cheveux dessous qui sont très très hauts, ou si c'est un genre de casque qui fonctionne comme ça, je ne sais pas du tout. Ou peut-être qu'il ne voulait pas être décoiffé, mais je trouve que ça lui donne l'air un peu étrange. Donc Brandon Lee, il est au boulot, et elle, c'est sa copine. Sa copine, elle l'appelle, elle fait « Brandon, viens, j'aimerais te voir. Et s'il te plaît, sois pas en retard parce que t'es toujours en retard. » Et Brandon, il fait « Ok !» Et du coup, il y va, sauf que sur le chemin, il tombe sur une gamine, au milieu de la rue. Et il lui fait « Qu'est-ce que tu fais là, gamine ?» Puis elle lui montre, de son petit doigt comme ça, elle montre le bus là-bas, elle fait « Bah en fait, il y avait le bus, ma famille est rentrée dedans, puis ils m'ont oublié. » Et du coup, Brandon, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en mode « Ouah, putain !» Il prend la gamine, il trace la ville. Il a mis du gel fixation béton, c'est peut-être ça. Il trace la ville avec la gamine dans les bras et il la ramène. Je vous ai pas mis le plan où il la ramène, mais il la ramène au prochain arrêt justement. Donc il s'est fait un super sprint qui fait que évidemment il arrive en retard. Regardez, elle est déçue. Lui, il arrive en courant. Ils lui ont pas mis, mais en fait, il a les énormes auréoles sous les bras. C'est comme ça, voilà. C'est pas facile. Donc elle boude un petit peu. Un peu après, qu'est-ce qu'il fait ? Il est avec son pote, son meilleur pote. Avec un flingue. Je crois que... alors, j'ai pas exactement compris pourquoi, mais ils sont en train de se marier, ils boivent des verres, etc. Et d'un coup, Brandon, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va braquer... Il va braquer les parties génitales de son pote. Parce que je crois que son pote, il fait une blague en mode « Ouais, ta copine, elle est chou et tout. » Et puis lui, il est en mode « Brandon, c'est un gars, il faut pas jouer avec lui. » Il est en mode « Putain, tu la touches, je te bute. » Brandon, il est hyper pas trop dans la communication. Il est beaucoup dans le conflit, on va le voir. Et du coup, après, l'autre, il est en mode « Ah non, mais tranquille et tout, je rigole et tout. » Voilà. Et du coup, Brandon, il est en mode il rit jaune, quoi. Il trouve pas ça hyper drôle. Brandon aussi, il est pas hyper sympa. Genre, il est avec sa copine. Sa copine, elle boude toujours. Et lui, plutôt que de la consoler, il lit des magazines de moto. Et finalement, il lui dit « Ouais, vas-y, j'arrête de lire des magazines de moto. » Puis elle dit « Ah, ok. » Puis du coup, elle lui fait un câlin. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend son magazine de moto. Et il lit son magazine de moto pendant qu'elle lui fait un câlin. C'est un move assez chelou. Je sais pas, moi je trouve que jusque-là, Brandon, il est pas fou. Mais Brandon, il va faire un truc. Parce que quand même, il est sympa, Brandon. Brandon, il est quand même très cool. C'est qu'il y a son meilleur pote qui va lui dire « Ouais, j'aimerais que tu m'aides. Parce que, en gros, il y a un deal qui doit se faire avec des méchants. Normalement, tout va bien se passer, mais j'aimerais que tu sois là et que tu me donnes un coup de main si d'un coup, ça se passe pas bien. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. » Et Brandon, il est en mode pas chaud, mais finalement, il y va. Donc, ils sont là. Et là, il va y avoir le deal. Attention parce que le deal c'est compliqué. Je vous ai fait pas mal d'images du deal pour que vous compreniez bien. Donc là il y a le méchant. En gros le deal, voilà, lui il va parler avec un autre gars. Et Brandon il attend derrière. Et le deal il tourne mal. Le méchant, il sort un flingue. Donc il sort un flingue, il menace le pote de Brandon. Brandon il est là, il sait pas quoi faire, il est avec son arme et tout. Il est en mode tire pas sur mon pote ou je te tire dessus. Et puis lui il est en mode ouais non je vais quand même tirer sur ton pote, je m'en fous et tout, moi je suis un ouf. Et du coup il tire sur le pote, là c'est le pote, vous voyez, bam, il s'est pris une balle. Du coup Brandon il tire cette tête, vous voyez, il a vraiment le sourire déformé, il est pas bien, il est en mode ouah t'as tiré sur mon pote, et ben hop je te tire dessus. Mais en fait il lui tire pas dessus, il le rate. Mais ce qui se passe c'est qu'il y a un autre gars, est-ce que je vous ai fait une capture de l'autre gars ? Non je vous ai pas fait. Ok, il y a un autre gars qu'on voit pas, mais qui a caché son flingue sous un linge, qui lui tire vraiment sur le chef méchant là. Il tire vraiment sur le chef méchant, il le tue. Du coup Brandon il est en mode merde c'est la merde, il veut se casser, même s'il sait que c'est pas lui qui a tiré et qui a tué le chef. Et il arrive dehors, il y a à peu près toute la police hongkongaise qui l'attend là. Donc il se rend évidemment, Brandon il est balèze mais quand même pas à ce point là. Et il veut pas taper des flics parce que c'est un gentil Brandon, faut pas l'oublier. Et du coup Brandon boum il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison avec un autre gars avec des lunettes. Et il va se retrouver du coup à devoir purger sa peine. En prison, il s'intègre très très mal, là on le voit. Regardez, là c'est lui qui va rencontrer les autres prisonniers. Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur fait un fuck comme ça, avec vraiment la bouche qui dit fuck you, enfin voilà, en chinois je pense, mais je sais pas comment ça se dit. Mais bref, vous voyez ça se passe. Voilà, je vous ai mis, là j'ai quand même fait un petit dessin pour vous montrer, je vous ai quand même mis une indication. Voilà, ça c'est les prisonniers. Brandon il est où ? Parmi les prisonniers, il est là. Par terre, on voit, il y a son visage. Et moi, ce que j'adore ici, c'est lui là, qui est avec son ballon de basket en mode les gars, on retourne jouer. Il y a des gens qui veulent venir jouer au basket ou... Parce que là, ils sont clairement partis sur un foot plutôt.
Bref, voilà, donc Brandon il est par terre, vous voyez, il s'intègre très très mal, c'est vraiment compliqué, donc vous allez me dire, bon bah peut-être que ça se passe mieux avec la police. Bah ça se passe pas mieux avec la police, parce que regardez, Brandon là il essaye de s'évader, en fait, là il a fait tout un truc pour s'évader, et d'un coup quand il lève la tête en se disant c'est bon je suis évadé, bah en fait il y a 400 policiers autour de lui, donc il est de nouveau par terre, les policiers ils sont de nouveau autour de lui, bon les policiers ils le tapent pas, mais franchement ils sont pas moins menaçants, hein. Donc ouais, Brandon, c'est la merde, il est en prison, il doit rester en prison. Mais finalement, il va sortir de prison, parce qu'il y a son autre pote, là, qui va lui payer une sortie de prison. Il va être en mode, c'est bon mec, tranquille, bon, ça se passe quand même des années après. Hein. Brandon, il a eu le temps de grandir et tout, voilà, il s'est assagi, ça va mieux. Maintenant, il a un nouveau job, il est pompiste. Il est pompiste, les gens, exactement comme nous. Comme nous de temps en temps après les lives quand on est sur Gas Station Simulator, sauf que lui c'est dans la vraie vie. Franchement, qu'est-ce qu'on l'envie ce Brandon, hein. Et là il est en train de faire le plein d'une voiture super classe avec la portière ouverte, et le propriétaire de la portière il revient, et la surprise, c'est son pote qui est censé être mort, qui le voit, et le pote il est en mode Brandon, salut, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là et tout, ah je suis surpris de te voir. Il a l'air moins bon que toi, ouais, je suis d'accord. Et Brandon, lui, regardez sa réaction. Sa réaction, regardez bien, c'est ça. Il le regarde comme ça. Et franchement, quand Brandon te regarde comme ça, c'est pas bon signe. On a vu avant hein, comment il a fait avec les prisonniers et tout, il leur faisait des fuck et tout. Là, il le regarde, il est un peu surpris, hein, parce que son pote, il le pensait mort, son pote, il avait disparu. Et du coup, là, Brandon, il comprend. Il comprend qu'on l'a trahi. Il comprend que c'est parti en couille pendant qu'il était pas là, il était en prison et tout. Il a perdu sa copine, il a tout perdu, il pige pas ce qui se passe. Mais il voit que son pote finalement l'a trahi. Son pote a fait croire qu'il était mort. Et son pote est jamais venu le voir en prison. Donc Brandon il est en mode je démissionne, je vais aller taper des gens. Voilà. Du coup il se barre en voiture. Et là il y a des méchants qui le poursuivent. Là on est sur une poursuite qui est hyper chelou. C'est-à-dire que après la rencontre avec son pote, il n'a pas tout de suite le temps de se venger. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que d'abord son pote il va essayer de l'assassiner, comme ça on est vraiment sûr que c'est son pote le méchant. La Brandon, tu vois, il pouvait encore avoir un doute, cette fois non c'est sûr, son meilleur pote c'est le grand méchant, c'est terrible. Et du coup il fuit, donc là il fait une marche arrière à 60 km/h, il fait plein de poussière dans la tête des méchants, regardez les méchants ils sont là, ils sont dehors avec des mitraillettes, en plus ils sont des deux côtés, je sais pas exactement comment ils font. Et là évidemment qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a un camion citerne. Au milieu de la route, il bloque la route, le camion citerne, regardez, il y a un pneu qui est dehors du camion. C'est pas de bol, le bonhomme, il devait changer sa roue, il s'est mis au milieu de la route, c'était pas très malin. Brandon, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dedans, mais hop, il arrive à s'enfuir avant que tout explose. Regardez, il évite l'explosion. Parce qu'il se jette hors de tout ça. Mais les méchants, qui eux sont en plus, voyez, aux fenêtres de la voiture, ils voient ça, ils sont en mode ah. Et boum! Eux ils explosent évidemment avec le véhicule. Mais en fait non, ils survivent, ils explosent pas vraiment dedans. Et ils vont se battre, et ça c'est incroyable, ils vont se battre dans un poulailler. Donc on a une scène de bagarre dans un poulailler les gens. Mais même pas vraiment scène de bagarre parce qu'ils se bagarrent pas de ouf. Parce que les méchants ils ont des flingues, regardez là où il y a un méchant. On le voit pas très bien mais on voit le flingue là. On voit le flingue qui est ici. Il est en haut sur les batteries de poules là. Du coup Brandon qu'est-ce qu'il fait ? Hop, il active un levier. Et hop, ça fait tomber des poules de partout. Et du coup, le méchant, il tombe avec les poules. Et après, je vous ai mis vraiment, regardez cette hécatombe de poules, quoi. Là, il y a un méchant aussi. Hop, il est envahi de poules. Et là, on a vraiment une scène. Et je crois que j'ai jamais vu ça. C'est une scène de bagarre de poules. Où vraiment toute la scène, c'est Brandon qui est planqué quelque part. Les méchants qui le cherchent avec des armes. Et Brandon, il voit un levier. Il actionne le levier. Ça fait tomber des poules sur les méchants. Et après, il va ailleurs. Et il voit qu'il y a un autre méchant, il va activer un autre levier, ça fait tomber d'autres poules sur les méchants. Et Brandon fait tomber des poulets sur les méchants. C'est incroyable. Cette scène est très bien. Et bref, il s'en sort. Il prend son téléphone. Regardez, il a la même tête qu'avant. Quand vous voyez le gars. Et en gros, en substance, il lui dit « Je vais te péter la gueule ». Et là, c'est le grand méchant. Lui, il dit « Ouais, t'as qu'à venir, je t'attends ». Du coup, Brandon, il y va. Regardez comme il a l'air décidé là, il reprend le volant de sa voiture, là il y va mais genre bien vénère. Et là de nouveau on nous fait pareil, mais cette fois il n'y a pas une voiture de méchant, il y en a deux. Et Brandon de nouveau il va nous faire une marche arrière, il va défoncer son pare-brise, regardez, il a le volant ici, il a le pare-brise défoncé, il a la gueule là avec le sourire inversé du gars qui va flinguer tout le monde, il a l'énorme fusil dans les mains.
Et là, il tire sur les méchants. Les méchants en face, bien sûr, ils font « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Ils explosent, ils meurent. Voilà, Brandon, il arrive chez le grand méchant. Regarde, il s'arrête même pas, il défonce le portail. Il n'en a plus rien à foutre. Il rentre et oui, je vous ai pas dit, il y a son pote à lunettes. Il y a son pote à lunettes qui le rejoint là, qui fait vas-y, je viens t'aider. Son pote à lunettes qui était en prison avec lui, qui est sorti de prison, il a fait ah viens, vas-y, tu vas tuer des gens, je viens avec toi, ça va être cool. Donc Brandon et son pote à lunettes, ils débarquent chez le méchant, ils prennent, regardez, ils ont 4 flingues à 2, ils tirent partout. Le contre-champ, ça donne ça, vous voyez, c'est de la fumée partout, des gens qui volent dans tous les sens, il y a tous les gars qui sont en mode, regardez, ils sont 5 ici, bam, ils sont tous butés parce que Brandon, il est vraiment pas content. Son pote à lunettes, bien sûr, il se fait déglingue. Regardez, il est pas bien, il est en mode ah putain, je suis pas bien. Et Brandon, il fait t'inquiète, tu vas survivre. Je vais chercher le grand méchant, je vais te buter. Il arrive et il découvre que le grand méchant, il a enlevé sa copine aussi, évidemment, hein, et il a buté sa copine en plus. Sa copine, elle a fait ah Brandon, il est vivant. Du coup, non, moi je veux être avec Brandon. Du coup, le méchant, il a pas aimé, il l'a buté. Brandon, là, je vous laisse imaginer le niveau de vénère qu'il est. Donc il trouve le méchant, voilà, il s'est pris plein de mal hein, quand même. Il trouve le méchant il est là, il lui pointe un flingue, ils se tirent dessus les deux, mais tout ce qu'ils ont, ils vident leur chargeur l'un sur l'autre, ça fait plein de fumée. Le grand méchant il est mort, le grand méchant il a pas de valeur, il a rien qui le tient à la vie, parce qu'il a pas de valeur. Alors que Brandon, lui il a des amis, et lui il a des valeurs, donc lui, hop, il reste accroché à la vie. Il retrouve son fils, parce qu'il découvre qu'il a eu un fils aussi entre deux. Du coup il prend son fils sur un bateau, et ils partent comme ça. Et le film s'arrête sur ce plan très précis, parce qu'il nous fait un freeze frame. Il s'arrête vraiment sur cette image, et avec une musique hyper joyeuse. De Brandon qui part avec son fils, on ne sait pas où, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas trop où il va aller. Mais voilà. Et c'est la fin de Legacy of Rage. Un film, ma foi, intéressant, j'ai envie de vous dire. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Je trouve que le film est sympa. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très moyen. Et en fait, je l'ai revu... et je l'ai trouvé mieux. Mais je trouve qu'il a quand même pas mal d'angles morts. C'est-à-dire que c'est le fils de Bruce Lee. C'est pas Bruce Lee. Il n'y a pas des gros combats d'arts martiaux, etc. C'est pas un film d'arts martiaux du tout. C'est un film d'action hongkongais, base de flics ripoux et de cartel, etc. On est sur ce mood-là. C'est un film réalisé par un réalisateur intéressant, c'est Ronnie Yu qui l'a réalisé, un gars qui a arrêté de faire des films il y a déjà plus de 10 ans. Qui fait partie de ces réalisateurs hongkongais qui faisaient pas mal de films à Hong Kong et qui ensuite sont partis aux États-Unis pour ensuite revenir en Chine, pour ensuite s'arrêter quand il y a eu la rétrocession. Je ne sais pas si la rétrocession a joué un rôle, donc ce serait un peu aventureux de dire ça. Je crois qu'il avait arrêté déjà avant de faire des films. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait aux États-Unis que vous avez peut-être connu ? Il a fait Freddy contre Jason et il a fait La fiancée de Chucky, notamment. Voilà, il a aussi fait un film canadien. Et puis, c'est un réal qui est assez intéressant parce qu'il est passé par... Il n'est pas très reconnu. Lui-même ne se considère pas comme un artiste. Il se considère comme un faiseur. Et un plutôt bon faiseur parce que Legacy of Rage, franchement, la réalisation est assez dynamique. Le scénario pêche un peu. On va voir ça tout de suite après. De manière générale, il y a un petit souci de montage où le film est des fois est un peu lent. Et il y a un ventre mou énorme de Brandon Lee qui est en prison. Et c'est le principal problème du film, c'est que toute la partie de Brandon en prison est pas très intéressante. Il n'y a pas vraiment d'enjeu avec des personnages, c'est juste... Le seul enjeu, c'est qu'il se fait son pote, c'est tout. Mais t'as une tentative de s'échapper de prison qui a avorté. Et c'est cool que ce soit avorté, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui te prépare à cette tentative. Et la tentative en elle-même est pas très intéressante. Et c'est typiquement, t'as 3 minutes de plan où t'as Brandon qui est caché derrière un mur, il regarde, il n'y a personne, il court. T'as un nouveau plan où il va se cacher derrière un truc, il regarde, il n'y a personne, il va se cacher derrière autre chose. Ça plombe le rythme du film. Et autant en termes narratifs que même en termes de réalisation, je trouve que la partie de la prison plombe vraiment le film et c'est dommage. Après, le film est court, hein, le film fait 1h30, un peu moins d'1h30. Mais cette partie en prison, je crois que c'est à peu près un tiers du film.
où ça apporte pas grand-chose, donc c'est vraiment le point noir du film selon moi. Après, le scénario est assez sympa, il est assez complexe, hein. Il y a pas mal d'événements, je vous ai éliminé beaucoup d'éléments par rapport à sa copine, par rapport à d'autres méchants, par rapport au flic ripou, etc. Il y a tout un enjeu de flic ripou aussi que j'ai pas mis. Les intrigues du coup sont pas mal entremêlées, ça donne quelque chose qui est en même temps paradoxalement assez dense. Et c'est ce qui fait que toute la partie de Brandon en prison, on va aussi pas mal suivre les méchants, puis qu'est-ce qui se passe en dehors de la prison. Donc ça fait qu'on perd pas non plus complètement le film, ça devient pas vraiment un pour un mort complet, et voilà. L'autre problème du film, c'est que le héros subit. Le héros passe son temps à subir les situations, c'est-à-dire qu'il est très sympa et assez caricatural, hein. Il est full valeur, ce qui fait que il est full amoureux de sa copine, et du coup quand l'autre il fait une blague dessus, et il le menace avec un flingue, t'es là, ouais mec, redescend quand même d'un ton quand même, ça va. Et c'est une manière à l'époque de nous montrer à quel point il est fidèle à sa copine, etc. Enfin voilà. Mais ce qui fait que le héros, il subit des coups. Il subit pas mal un peu l'ensemble du film. Le héros est trop moral. Le seul moment où il l'est moins, c'est quand il est en retard pour sa copine. Mais pourquoi ? Parce qu'il est trop moral, parce qu'il s'est arrêté, puis il a géré une gamine qui a raté le bus. Et aussi ce moment où du coup il regarde, je vous ai montré, il lit le magazine plutôt que de s'occuper de sa copine, et là c'est plus une dynamique drôle à la Jackie Chan, enfin voilà. Ce qui fait que le héros est trop moral, il aide son pote, il sauve des enfants, et on n'arrive pas vraiment à intégrer naturellement une personnalité comme ça dans une histoire comme celle-ci, où on veut faire beaucoup d'intrigues avec beaucoup de personnages assez sombres, etc. Et ça m'a fait me dire que c'est quelque chose qui effectivement pose souvent problème dans des films. Le héros trop moral, finalement, on a moins peur pour lui, on est moins attaché aux enjeux, il y a moins d'enjeux de manière générale. Je trouve du coup que c'est quelque chose qui marche quand c'est drôle. Par exemple, les Jackie Chan. Les Jackie Chan, là, le personnage est drôle, et du coup, on va avoir des scènes d'action comiques, ça va créer ça, et c'est intéressant. Et des fois même, je trouve que l'humour permet de rendre le personnage moins moral. Et ça, on est dans du Stephen Chow, typiquement, où dans Crazy Kung Fu, il veut tabasser un gamin pour montrer qu'il est fort. Et le personnage, du coup, est moins moral, mais c'est justifié par le fait qu'il soit drôle. Et c'est intéressant. Ici, Brandon Lee, il est sérieux comme une pierre tombale, hein. Et pour des scènes d'action qui sont pas forcément hyper intéressantes, sauf les moments où ça fait boum, et le film est quand même plutôt généreux de ce côté-là. Il y a plusieurs fois où ça fait boum, il y a une scène de tir qui est sympa aussi, voilà. Donc je le conseille aussi parce que la réal est quand même plutôt sympa, et ça m'a marqué du coup en faisant justement ces prises d'image avant, c'est que le réal sait très bien comment gérer ces gros plans, ces moments, enfin ces alternances entre gros plans, plans larges, etc. C'est un gars qui fait très bien ses films, notamment des scènes par exemple où il y a 3 personnages qui discutent autour d'une table, et c'est pas facile de filmer 3 personnages autour d'une table, mine de rien. Bon, déjà, il prend un truc qui rend le truc un peu plus facile, c'est de faire une table ronde, c'est un peu plus simple, mais surtout, souvent quand vous avez 3 personnages autour d'une table, on va vous les présenter, c'est un peu les plans poker, on va vous montrer un personnage après l'autre, et on va filmer celui qui parle, etc. On va peut-être mettre un plan de coupe d'un qui va passer du regard de l'un à l'autre quand l'autre va se mettre à parler. Là, il va plutôt filmer d'abord les 3 personnages, après se concentrer sur un, après en filmer 2 dans le champ, et après faire un travelling pour en montrer un, et ensuite le deuxième, et ensuite le troisième, et après un plan général où tu vois... en plus, le plan est au bord de la mer et tout, c'est joli, etc. Voilà. Donc, il y a quand même un soin qui est apporté dans la manière de réaliser tout ça qui est très intéressante. Est-ce que je vous conseillerais les Legacy of Rage ? Franchement, si les images que vous avez vues là vous intéressent, n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'a fait ce réalisateur. Je connais très très peu du coup ce qu'a fait Ronnie Yu. Mais j'ai vu, et je vais vous montrer ça, je vais finir peut-être avec ça. Hop là. Mais j'étais en train d'écouter, avant de lancer ça justement, Vas-y, mets-toi bien, voilà. Voilà, cette interview réalisée par Microciné, j'ai pas envie que tu te lances, donc pause. Sur justement Ronnie Yu, mais qui parle d'un film plutôt précisément d'un film que je n'ai pas vu, et du coup j'aimerais bien le voir avant d'écouter la suite. Ça m'intéresse d'autant plus que les deux ont l'air de super kiffer le film qu'a fait Ronnie Yu, et du coup je me suis dit ça va être très intéressant, parce que j'ai vu qu'il avait fait Le Maître d'Armes dans les années 2000 qui est très apprécié, et là il parle d'un film des années, je crois de 91, 93, je sais plus.
mais qui en fait a une note vraiment, qui a des notes critiques vraiment pas ouf. Donc ça m'intéresse d'autant plus de voir le film et d'écouter après ce qu'ils disent dessus. Voilà. Donc je vous conseille plutôt le film, et je vous conseille aussi Microciné, qui nous fait plein d'interviews de plein de personnes différentes sur des sujets aussi universels qu'obscurs et tout. Il va autant parler du coup de ce film complètement méconnu, enfin ce film très méconnu de Ronnie Yu, que de la saga Avengers, enfin voilà. Donc je vous conseille de fou. Et c'est ainsi qu'on arrive au bout de cette session film. La prochaine fois, je peux déjà vous dire les films dont on va parler. La prochaine fois, les films que j'ai notés, il y en aura quelques-uns de plus. Mais je sais que de ceux dont on va parler de toute façon, il y aura de Swiss Army, un film qui se déroule en Suisse avec un film d'action en Suisse, ça va être marrant. Il y aura One Cut of the Dead, sur lequel on reviendra, que j'ai revu récemment et que j'ai vu déjà 4-5 fois, donc je pense que c'est le moment d'en reparler et de dire des choses dessus. On va parler d'un film de série B voire Z, La Bête de la Caverne Hantée, et on va parler du film de Jordan Peele, Us, que j'ai découvert hier soir, et sur lequel je réfléchis et sur lequel il y a pas mal de trucs intéressants à dire, je pense. Voilà les gens. C'est ainsi qu'on clôt ce nouvel épisode de Discussion Ciné. Et j'aimerais bien trouver des formules pour plus vous intégrer et tout, mais en même temps j'ai peur parce que s'il n'y a pas assez de monde dans le chat, ça peut bider complet. Donc je réfléchis un peu des trucs comme ça et j'aimerais bien faire des interviews. Voilà pour la suite.